Saint-Samba. Ici, je me présente comme le fondateur de l'organisation Foragora Yikadio internationale qui est enregistrée au Canada, plus précisément dans la province de l'Ontario, sous le nom de Foragora Yikadio International Corporation, avec son sigle FIFYI. Le 20 avril, nous avons célébré avec quelques amis le deuxième forum de l'organisation Foragora Yikadio sur le thème de l'écosophie de la Terre. Et ici, nous célébrons la journée internationale de la Terre, le jour de la Terre. La Terre pensée sous l'aspect de la Terre verte, si on peut parler ainsi, de la planète verte, si vous voulez. J'aimerais partager non pas seulement les quelques pensées que nous avons partagées lors de cette petite rencontre qui s'est passée entre amis et quelques sympathisants de l'organisation Foragora Yikadio ce samedi, le samedi 20 avril 2024. La question que nous poursuivons dans cette organisation, c'est celle de défendre les droits de la nature, pouvoir repenser notre relation à la nature. Avons-nous besoin de repenser notre relation à la nature? Oui. Pourquoi? Parce que notre siècle est arrivé à un niveau de conscience très aigu sur notre rapport à la nature. En même temps, nous colportons des réalités, des mécanismes de pensée qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait tort à la nature. Nous portons des pensées, ce qu'on appelle les pensées des Lumières, où la rationalité prime. Nous portons avec nous nos civilisations, si nous pouvons parler ainsi, parce que à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas parler d'une civilisation. L'époque où une civilisation dominait, je pense que cette époque est maintenant révolue. Nous vivons une certaine multiculturalité, sans pour autant mettre de côté les différences. Ce qui veut dire, en parlant de civilisation, nous pouvons aussi parler d'une civilisation planétaire. Du coup, la culture de l'environnement, même si elle n'est pas unique, même si elle peut recevoir un certain nombre de différences, mais aujourd'hui, nous sommes plus ou moins conscients de façon commune sur la culture de l'environnement. Mais quelle culture nous avons de l'environnement? Certes, certains pays ont porté des lois sur la nature, sur l'environnement, à un niveau appréciable. Moi, je vis au Canada. Le Canada est assez avancé. Mais curieusement, le Canada n'est pas un pays où dans la Constitution, il est bien clair, en ce qui regarde les droits de la nature, il y a une référence à la loi. Oui, les lois de l'environnement sont assez solides, mais la Constitution canadienne ne porte pas comme telle en avant-plan la question des droits de la nature. Un pays est plutôt, je voulais dire, un avant-garde dans cette question, c'est l'Équateur. Ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, c'est Norvège. Ces pays ne sont pas nombreux. Donc, quelque part, nous pouvons parler de l'environnement. Nous pouvons bien nous chicaner, comme on dit, de façon familière, sur les questions de l'environnement. Il reste que la transformation esthétique et éthique qui est le soubassement d'une telle proposition de changement à l'échelle internationale. Les cultures portent encore des semences
d'une notion de l'environnement qui fait entorse à la nature elle-même. Je venais de citer la culture de lumière, la rationalité. L'homme est pensant, la nature ne l'est pas. Encore aujourd'hui, de plus en plus, nous découvrons l'effectivité, ou bien l'affectivité de l'animal. L'animal a des émotions. On aurait pu le savoir depuis longtemps. Mais nous avons tellement dans la rationalité, on a oublié même notre relation avec la nature n'est pas une relation de sujet à objet. C'est ce que le siècle de lumière nous a appris. Nous sommes l'animal pensant, nous sommes le centre du monde. Voilà, nous sommes le centre du monde. En est-il ainsi? Mais puisque nous héritons de cette culture rationaliste, nous sommes le centre du monde, du coup, nous sommes à même de juger notre relation avec la nature, sans que la nature soit elle-même participative de cette relation, alors que la nature l'exige par des signes qu'elle nous donne. Les signes de changement climatique, nous ne le créons pas dans notre mémoire. Ce sont des signes extérieurs, des signes objectifs à notre entendement. Nous héritons aussi d'une certaine culture du profit de l'économie, tant soit peu dans certaines sphères politiques des nations, on prône la vision qui consiste à co-gérer ensemble et mutuellement et d'intérêts communs et l'environnement et l'économie qui soit une économie forte. Mais le problème qui se passe, c'est celui-ci. Si nous parlons de l'économie de profit, ce qu'on appelle l'économie de marché, objectivement, nous tombons déjà dans un certain anthropocentrisme, c'est-à-dire c'est l'homme qui fait les richesses, c'est l'humain qui fait les richesses, c'est l'humain qui décide de la nature. Et la nature, au centre de cette perspective, est regardée comme un simple objet. Un objet à manger, un objet à boire, un objet à vendre, et puis un objet qui nous sert de profit dans les relations commerciales entre les nations, entre les personnes. Donc la perspective d'une économie forte ne peut pas être au service des droits de la nature. Et il y a même un principe de Einstein qui disait le système qui a créé le problème ne peut pas être le même système qui peut donner la solution. C'est difficile, c'est même impensable. Donc, les cultures rationalistes et les cultures de l'économie de marché, ce sont des cultures qui ne peuvent pas nous faire avancer dans la question de l'environnement. Et je le peux dire, toutes les équations sont déjà en place. Déjà dans les rencontres internationales, quand il s'agit des questions, des problèmes de l'environnement, il y a toujours ces rencontres finissent en calendes grecques, en quelque sorte sont reportées en calendes grecques, une certaine manière de dire elles ne sont pas aussi importantes que le besoin de faire de l'argent, le besoin d'une économie qui fait avancer les ressources, les richesses des nations. Du coup, chacun tire de son côté et on finit en queue de poisson sans avoir des décisions conséquentes, moi je dirais simplement qui protègent les droits de la nature et finalement qui nous aident à changer de regard sur la nature, qui n'est pas un simple objet, qui ne devrait pas être un simple objet que nous utilisons ou bien que nous mangeons par système de prédation accepté. Mais nous sommes des prédateurs, qu'on le veut ou pas, nous sommes des prédateurs. Mais la raison humaine nous fait accepter notre prédation parce que nous sommes l'être pensant, l'être dominant, Homo sapiens. Mais le problème reste. Nous ne l'avons pas du tout géré. Le problème reste en entier. Donc du coup, lorsque nous parlons de l'écosophie,
nous faisons allusion à une culture de la gestion de la terre. Cette culture, si elle n'a pas atteint des proportions universelles ou bien universalistes, elle ne peut pas porter des changements sur la question des changements climatiques. Nous restons au même tempo qui va continuer peut-être des siècles. La question qui consisterait à savoir si cela vaut la peine de s'intéresser aux problèmes de la nature, aux problèmes de l'environnement, aux problèmes du changement climatique, bien sûr. Cette question est déjà dépassée, elle est vieillotte. Un certain nombre d'idéologies tend à se cacher la vérité en disant bon, c'est pas aussi important que dans la vie de tous les jours. Bien sûr que oui. L'avenir de l'humanité, l'avenir de la terre est carrément lié à l'avenir de l'humanité. Je partirai des choses les plus simples. Les plus simples. Avant de régler le problème des gaz à effet de serre, commençons par régler de petits problèmes de ce qu'on appellerait une culture écologique domestique. Je prends une fourmi qui passe par là, peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine, pourquoi pas une trentaine. Mais que cherche la fourmi? La fourmi ne cherche pas le désir. Bien sûr que se reproduise, là, je veux dire, le désir, l'aspect un peu dans... L'aspect qui rimera à une certaine esthétique de la vie. La fourmi est programmée de telle sorte, sa vie de fourmi, c'est manger et se reproduire. Donc, la fourmi qui passe, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est de la nourriture. Mais qu'est-ce qui arrive? Un homme de gros gabarit, peut-être comme moi, pose son pied sur la petite fourmi et détruit la fourmi. Est-ce que cet acte est nécessaire? Est-ce que cet acte est vital à la connexion de la vie, oui ou non? Non. Parce que comment agissent les animaux? Les animaux, de façon générale, à moins que leur système les inculque à une différente manière d'être dans le lieu approprié de leur nourriture. Mais au fond, ils tuent parce qu'ils veulent manger. Du coup, l'animal ne fait pas du gaspillage comme nous le faisons. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque cette personne ne réfléchit pas assez et tue la fourmi? Parce que la fourmi, d'une manière ou d'une autre, est inférieure. Ce n'est pas un être humain. La fourmi ne pense pas. Ou bien tue un lézard, ce n'est pas un être humain. Les lézards ne pensent pas. Voilà la culture rationaliste que nous avons héritée des Lumières et qui domine encore le monde de l'Homo sapiens. Mais si on voyait les choses autrement, si on réfléchissait autrement, ce que je tue, la relation de ce que je tue peut être changée, transformée. Je ne tue pas pour tuer seulement pour manger, ou bien je ne tue pas pour le plaisir. Vous voyez que on peut arriver à comprendre et puis à être inspiré de la nature à partir de la nature elle-même. Une fourmi qui cherche la nourriture, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je suis un chat, je le laisse passer, je la laisse passer. La fourmi cherche de la nourriture, c'est tout. Pourquoi cette fourmi doit me déranger et que je dois la détruire? Ou bien un lézard, un beau lézard, même un serpent. Si le serpent n'est pas une menace pour moi, pourquoi je dois tuer? Voilà, l'humain qui tue. Parce que derrière cette attitude de tuerie, il y a ce qu'on appelle la mentalité anthropocentrique. Je suis le centre du monde. Je suis le rationnel. Je suis celui qui doit décider de l'avenir de ce que j'ai devant moi. Je suis le sujet pensant. Et ce qui est là, c'est l'objet. Voilà.
C'est la même mentalité colportée au niveau universel, si vous voulez, au niveau multiculturel, finalement, qui nous met dans une situation d'impasse quant aux résolutions, aux propositions nécessaires et évitables pour changer notre regard de la gestion de la terre. Il faut une culture universelle. Cette culture universelle commence par des petites choses. S'ils ne sont pas capables de décider sur la réduction des gaz à effet de serre, cela veut dire que l'humain actuel du XXIe siècle n'est pas encore capable d'intégrer une culture des droits de la nature. Voilà notre combat dans l'organisation Foragora Ikadio. Ce qui fait mon cheval de bataille chaque jour dans cette organisation. Je ne me fais pas entendre, nous ne nous faisons pas entendre encore. Mais s'il plaît au bon Dieu, peut-être notre voix sera entendue. Je vais continuer sur le même acte de celui qui vient de tuer la fourmi. Puisque la fourmi doit exister, la fourmi doit manger. Du coup, cette relation de manger introduit la fourmi. Ce n'est pas comme un objet. C'est moi qui décide que la fourmi est un objet. Même on les appelle des objets neutres. C'est moi qui décide que la fourmi est un objet. Mais ce n'est pas la fourmi elle-même qui décide que je suis seulement un objet. Voilà pourquoi, dans l'organisation Foragora Ikadio, nous avons développé un concept qui peut avoir certainement un hiatus, ou bien, moi je dis, qui peut être controversé certainement, si on part de la logique anthropocentrique de l'homme pensant. De l'homme pensant. Alors, on arriverait à ne pas comprendre que ce que défend l'organisation Foragora Ikadio en ce que regarde le rapport de sujet à objet. La fourmi n'est pas un objet. C'est un sujet iconique. Nous utilisons le mot iconique parce que nous disons simplement que la fourmi renvoie à une autre réalité que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas contrôler et que nous ne devons pas contrôler. Voilà. Le chien que j'aime me renvoie à une autre réalité que je ne dois pas contrôler, même si je ne la comprends pas. Je comprends encore, moins je douterais, je comprends ma réalité humaine, mais la réalité de l'animal comme animal, je ne peux pas prétendre l'objectiver parce que je le décide ainsi. Il faut aussi laisser une marge de manœuvre que cette réalité elle-même me fait décider ou bien s'impose à moi. Là, nous arrivons à un deuxième concept très important, c'est le concept de respect. Si la nature est traitée comme un sujet iconique, et icône, c'est l'image, dans l'organisation Foragora, la question de Dieu est posée de façon claire. Mais si on ne la pose pas, on devait trouver un principe d'explication de notre logique, de toute façon. Ce serait une explication esthétique, mais la question de Dieu créateur est bien posée. Parce que il y a ceci que nous devons savoir. Si nous gardons simplement le principe rationnel d'une création Big Bang, voilà, en toute objectivité, nous perdons de vue les autres aspects de la qualité esthétique de la vie et le problème que nous posons d'une certaine subjectivité de la nature, en tant que cette nature me demande une relation vitale, comme on dit, alter ego. Mais bien sûr que la nature me demande une relation vitale. Je me laver dans la rivière. La rivière, c'est la nature, c'est l'environnement. Mais je peux me comporter comme je veux. La nature s'impose à moi aussi comme un danger, là. Cela implique une certaine relation de subjectivité, même si cette relation n'est pas pensante, là. Mais je ne la contrôle pas comme objet. Elle m'échappe aussi, cette relation.
Du coup, ce qui nous échappe renvoie à une image. Et pour nous, cette image renvoie aussi à la transcendance. Du coup, je ne peux pas appeler simplement la nature un objet que j'utilise, que je vends, que je bois, que je mange. Il y a une relation qui m'établit avec un autre sujet dans le genre. Mais simplement dire, le genre serait métaphorique, c'est-à-dire ce qui va au-delà d'une autre réalité. C'est à cela que nous autres là, nous posons un problème du Créateur, du transcendant, celui qui a fait toutes choses belles, celui qui est l'inspirateur du bien et du beau. Il est vrai que derrière cette conception des choses, du transcendant, d'un Dieu créateur, on peut retrouver facilement, cela va de soi, une certaine anthropologie chrétienne. On l'admet, c'est notre épistémologie. Voilà, nous l'admettons. Mais si l'on regarde les cosmogonies, si l'on regarde l'anthropoculturel des religions, on peut toujours retrouver cet aspect d'une question de l'esthétique qui est posée en relation avec la question du transcendant. Alors du coup, nous voyons bien que si l'on revient à la fourmi, la question est claire. Quelle relation que j'établis avec la fourmi qui passe devant moi, ou bien les fourmis, c'est une relation de respect, tout simplement. Si ce respect, on ne veut pas y inclure l'aspect transcendant, mais au moins on peut y inclure l'aspect éthique et esthétique. Voilà la position de l'organisation Foragora Yekadio. Je pourrais continuer ceci en vous référant à notre livre, notre première publication dans l'organisation Foragora Yekadio, qui est en français. Foragora Yekadio International, c'est notre première publication. Alors nous sommes en train de nous battre pour aller sur le tome 1, qui serait l'écosophies de la Terre. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore tous les matériaux nécessaires pour aller devant. Mais c'est notre volonté farouche pour poser encore le problème du monde vert à partir de la vision que nous avons du respect de la nature, d'une gestion responsable de la Terre. Donc, le monde vert, l'humain et la planète Terre. Ici, nous avons parlé de l'organisation Foragora à travers sa mission qui consiste les droits humains, les droits de la nature, une mission de paix et d'harmonie, une mission pour la prise en charge des communautés, et aussi une mission pour les droits des femmes. Mais nous pensons que notre tâche dans l'organisation Foragora Yekadio, qui a beaucoup d'impact au niveau des droits humains, je disais, nous pensons aussi mettre au même pied d'égalité ou bien à la même sphère d'importance les droits de la nature, parce qu'il s'agit d'un terrain vierge. Je pourrais même dire qu'il s'agit d'un terrain vide. L'exploration des droits de la nature est vide parce que notre monde actuel n'a pas une certaine conceptualité appropriée pour en parler. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi, avant que les philosophies, avant que les politiques, déjà les scientifiques sont très engagés en ce que regarde cette culture-là. Mais au niveau éthique et esthétique, nous avons encore, même au niveau religieux, nous avons encore des grands problèmes. Pourquoi? Parce que, justement, nous tablons les choses sur une certaine anthropocentrique, une vision anthropocentrique qui a tendance à surplomber la vision cosmocentrique. C'est vrai que dans l'univers chrétien, il y a toujours une certaine vision cosmocentrique de la spiritualité. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas là du tout. Mais ce que je voulais simplement dire, ce sont les petites histoires, les petites prises de position
au niveau domestique qui peuvent implanter une culture de la gestion de la terre. Et cette culture de la gestion de la terre ne peut pas simplement reposer sur une culture nationale ou bien une culture d'une civilisation particulière, encore moins d'une culture ethnique. Il faut avancer plus loin que cela parce que la question de la terre, de la gestion de la terre est une question universelle. Je vais plus dire éternelle, mais universelle. Elle est universelle, elle est historique, elle transcende les civilisations. Elle transcende les histoires du monde, les représentants du monde. Elle est actuelle parce que notre civilisation, la vie de manière actuelle, nous sommes les consommateurs les plus dévastateurs de la terre que cela n'a été dans les siècles passés. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, les résultats des changements climatiques, c'est le potentiel humain qui s'y déferle et finalement transforme la relation à la terre d'une manière aliénante et qui ne profite pas à la terre, plutôt nous profite, nous. Voilà pourquoi nous sommes en quelque chose dans un cercle vicieux. Je vais dans une deuxième vidéo vous faire état de ce livre. Pour le moment, je pense que dans cette vidéo numéro 1, c'est attirer l'attention de l'audience, de ceux et celles qui me suivent aujourd'hui, sur la nécessité d'apprendre ou bien d'entrer dans une culture universelle de la gestion de la terre. Une culture qui consiste à considérer la nature non pas comme un objet à manger, à boire, ou bien à en tirer profit, mais comme un sujet iconique qui nous renvoie à quelque chose que nous appelons finalement, qui nous envoie à la réalité transcendantale, la réalité de Dieu. Mais on peut simplement rester au niveau esthétique, qui nous renvoie à quelque chose de bien et du beau, et que nous devons préserver. Le combat pour les droits de la nature n'est pas simplement un combat, je pourrais dire, de l'égalité, hein, mais c'est un combat, je peux même dire, existentiel. C'est un combat de survie de l'homme, de survie de la femme, de survie de l'humanité, même de survie de la nature elle-même. Nous pensons que si nous fixons notre manière de gérer la nature, l'environnement, nous pouvons fixer les problèmes de changement climatique. Nous pensons que si nous remettons en cause une culture de la rationalité et qui surplombe l'anthropocentrisme comme la vision unique de notre relation à la nature, nous pensons que cette culture, en la dépassant, nous serons capables de fixer les problèmes de changement climatique. On appelait dans le temps ce qu'on appelle les civilisations anciennes, ou bien tout simplement les civilisations que l'Européen, l'homme occidental, a rencontrées. Je mettrai là-dedans les civilisations amérindiennes, les civilisations africaines, que l'homme occidental a jugées comme des civilisations sauvages. Ce mot existe dans la littérature européenne, occidentale, française, anglaise. C'est clair. Les pauvres Africains étaient des nègres, c'était des sauvages, techniquement, qui n'avaient pas aucune culture. Encore les Indiens, c'est des sauvages. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris ce mot-là ici au Canada. Encore émanant d'une personne, en tout cas de bonne éducation, un intellectuel, qui s'est mis, oh, ce sont des sauvages. Voilà encore. Traitant encore en plein 21e siècle, ceux qui sont différents de nous comme des sauvages. Mais ce qu'on appelle des sauvages, ce qu'on appelait des sauvages, nous ont légué quelque chose à laquelle nous n'avons pas porté attention. Leur relation à la nature. On appelait cette Afrique du 15e siècle une Afrique animiste, animale, qui donnait à la nature une certaine
comment on appelle, certaines âmes. Bon, évidemment, cette culture était à l'opposé. Pourquoi cette culture est intervenue? C'est parce que tout simplement, la culture ambiante, dominante, c'est la culture rationaliste des Lumières. Du coup, ce que le négro-africain pouvait apporter à l'époque du XVe siècle était jugé simplement de l'animisme. Donc, une culture sujette à caution, une culture qui n'est pas civilisée, ne parlons même pas des Indiens, là. Et puis d'autres peuples, les peuples papouas, de Papouasie, d'autres peuples qui ont encore les pygmées chez nous, que les Bantous jugent comme des personnes à demi humaines. Ces cultures nous ont légué une culture de respect de la nature. Je pourrais même dire de respect sacré de la nature. Et on ne se rendait pas compte, cette culture est la meilleure voie pour résoudre le problème actuel de changement climatique, le problème actuel de l'environnement. Parce que ce que je respecte de façon sacrée m'intime une relation de sujet à sujet, voilà le mot. Oui, il est vrai que avec la culture chrétienne, on est arrivé à diaboliser en quelque sorte ces cultures que l'on appelait animistes, c'est-à-dire liées à la terre, qui donnent une certaine image, parfois une image d'adoration à des éléments de la nature. On les a très facilement rejetés dans le moule de ce qu'on appelait des hérésies dans le temps, ou bien simplement de la superstition, ou bien simplement du syncrétisme, tout simplement. C'est-à-dire, cela mêlait un petit peu de christianisme, mais un petit peu de ces religions que nous, en Afrique, on appelle des religions traditionnelles. Mais ce qui se passe derrière cette relation de respect sacré à la nature, c'est la dimension de la nature elle-même, sans que je l'objective. Et cette dimension de la nature elle-même, je ne la contrôle pas, je la perds. L'Occident nous a appris à contrôler la terre. Je ne sais même pas que le mandat biblique de domination de la terre, à mon sens, il a été mal compris. Là. Il n'y a pas de domination quand il s'agit de prendre soin. La Bible, l'anthropologie de la Bible est toujours une anthropologie caritative. Il toujours s'agit de prendre soin d'eux. On ne peut pas dominer dans le sens de conquérir militairement, encore même scientifiquement. On ne peut pas dominer, parce que la culture de la domination de la terre, telle qu'elle se trouve dans l'anthropologie biblique, bien dans la cosmologie biblique, c'est une culture caritative. Je prends soin parce que j'aime. Je prends soin parce que j'aime. Je ne domine pas pour en tirer profit. Voilà jusque-là, je pourrais dire, la compréhension occidentale du mandat de domination de la Terre. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, là, cette proposition de domination nous a permis un certain élan scientifique, là. Mais en même temps, nous a permis aussi de créer un monstre, là. C'est le monstre qui tue la Terre, le monstre du profit, le monstre du rationalisme exacerbé à tel point que la Terre n'est qu'un objet. Je peux l'utiliser, je peux créer des bombes. Peu importe si je la détruis. Ce qui importe, c'est l'hégémonie, l'hégémonie du moi, l'hégémonie de l'homo sapiens, l'hégémonie du pouvoir. Voilà là où cela nous a mené, la domination de la terre. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Dieu ne domine pas la terre. Encore, la question de la domination de la terre, il faut toujours retrouver la notion de la transcendance, de séparation. Mais cette séparation inclut aussi que Dieu soit au contrôle. Ce n'est pas au contrôle pour dominer, mais au contrôle pour aimer. Et Dieu vit que cela était bon.
Alors, je voudrais arrêter cet aspect chrétien des choses, mais simplement, je voulais faire ressentir comment, en Occident, la relation à la terre a été pensée sur le mot du rationalisme et sur le mot de ce que nous appelons des systèmes d'exploitation de la terre de façon outrancière. On arrive à ces problèmes d'écologie aujourd'hui. Mais cette question n'est pas simplement occidentale. C'est la question de l'homo sapiens, comment nous traitons la terre. Alors, en revenant aux civilisations animistes, de respect de la terre, si ces civilisations sont arrivées à proposer des réponses sacrées, des réponses religieuses par rapport à la nature, mais ne les blâmons pas. Est-ce que parce que leur niveau de la science était assez bas? On peut le dire. Mais aujourd'hui, certainement ces civilisations ont un message à nous donner. Ce que je ne peux pas contrôler, je dois le respecter ainsi comme non contrôlable. Cela est bien, cela est beau, cela est juste. Lorsque je ne peux pas contrôler, cela ne veut pas dire que je suis capable du tout. Cela veut simplement dire que je dois respecter ce que je ne peux pas contrôler. La science actuelle, c'est toujours comme, en fait, c'est toujours la science, là, encore. Je trouve que la science au XXe siècle, au XXIe siècle, est devenue assez humble. Je ne comprends pas, mais je n'ai pas une réponse absolue sur la réalité que je ne peux pas comprendre. L'état actuel de la science me fait dire que, voilà, cette réalité, elle est explicable. Mais même lorsque je l'aurais expliqué, ma réponse n'est jamais absolue. Ce qu'on appelle l'herméneutique, l'épistémologie de l'herméneutique à l'intérieur des sciences. Là. Il y a toujours une approche de ce qu'on appelle la vérité qui vient à nous, qui s'opère par petites approches, de façon progressive. Mais la vérité absolue dans les sciences, elle n'existe plus là. C'est cette vérité absolue qui nous a rendus dans des situations inextricables. Et finalement, c'est cette vérité absolue qui ne nous a pas aidés dans l'agissant d'une certaine écosophie de la Terre, une écosophie responsable, une écosophie éthique et esthétique. Du coup, les civilisations anciennes, les civilisations de la nature, les anciennes civilisations africaines, aujourd'hui en Afrique tout a changé aussi là. On ne fait plus comme avant là, avec des herbes là, les petits négros là. Non, nous ne sommes plus là. Mais il y a quelque chose dans les civilisations, les anciennes civilisations animistes africaines, qui sont encore là, même si ce substrat ressort sur l'aspect de religiosité. Mais lorsque ce substrat est laissé et réexaminé à sa racine profonde, nous retrouvons une belle vision de l'écologie. Et c'est celle-là que nous nous proposons. Parce que celle-là, elle rendra de bons services à l'humanité. Il n'y a pas question de débattre s'il faut poser la question de Dieu ou bien ne pas la poser. Peu importe là. Il faut arriver tout de même à une solution, à une perspective de recherche qui nous met en place, qui met au centre le respect sacré, même si on peut l'appeler sacré là. Sacré, on peut aller à la religion, mais on peut simplement rester au niveau esthétique là. Simplement au niveau des affaires de l'imagination, des affaires du cœur. Je ne domine pas ce que j'aime, je le respecte. Voilà la nouvelle culture que l'organisation Foragora propose au monde, aussi faire de décisions politiques, de décisions publiques, même aussi faire de décisions économiques. Là. Voilà l'organisation Foragora. Voilà notre cheval de bataille. Voilà notre combat. Je vais donc m'arrêter ici dans cette première vidéo et puis je ferai une deuxième vidéo pour vous lire l'histoire du royaume des lézards, du petit oiseau et du petit samba. J'espère que c'est pas moi. En tout cas, c'est moi qui l'ai écrite, cette histoire. C'est l'histoire de ma vie et de ma transformation de culture écologique à l'âge de 6 ans. J'estime que je peux partager cette histoire dans une vidéo. Mes chers amis, je vous aime bien.
je souhaite une belle fête du jour de la Terre à ceux et celles qui sont engagés dans le mouvement d'écologie, euh, que ce soit au niveau simplement éthique, esthétique, au niveau religieux. Voilà, il y a de belles pensées dans les religions du monde, euh, dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans les religions traditionnelles africaines, dans les religions animistes, amérindiennes et autres formes de représentation du monde religieux et qui participent justement à ce que l'on respecte la terre. Il y a des mythologies qui sont des mythologies de respect de la terre. Il faut que nous retrouvons cet engrenage de l'esthétique dans les questions de changement climatique. La science ne suffit pas. La politique ne suffit pas. L'économie ne suffit pas. On peut transformer les milieux, on peut réduire les gaz à effet de serre, mais si on n'a pas changé la culture du monde, bien la culture locale, en relation, en ce qui regarde notre relation avec la nature, nos efforts peuvent valoir simplement un zéro, tout simplement. Voilà, je souhaite aussi à tous les membres de l'organisation Foravora Yucadio de continuer à œuvrer de près ou de loin pour que cette organisation puisse avoir une voix au chapitre au concert des nations, éventuellement dans l'édification d'une culture universelle de l'écologie. En tout cas, une culture qui regarde directement les droits de la nature. Et notre combat, notre souhait est que chaque nation du monde, chaque pays puisse porter les droits de la nature comme une législation à part entière. Comme une législation à part entière. Moi, je finirai ici en parlant spécialement de mon pays où je viens, où il y a pas mal de changements qui se font, mais il y a un fait parfois qui a attiré mon attention, c'est le fait que nous avons besoin aussi, le Congo, c'est un beau pays, c'est un pays assez vert, que ce soit dans le nord, dans le sud. D'abord, nous sommes en Afrique centrale, mais peut-être aussi ce pays peut être aussi aux avant-gardes des droits de la nature. Oui, il s'agit bien de consommer en Afrique. Nous avons faim. Dans le monde, nous avons faim. Il s'agit bien de boire. Il s'agit bien d'utiliser le bois comme on le veut. Il s'agit bien d'utiliser l'eau. Mais ces espèces, ces éléments tendent aujourd'hui à nous poser de grands problèmes de rareté. On ne peut pas toujours exploiter le bois, couper le bois dans un pays, dans une région, dans une localité, dans un village, sans que cela ait des conséquences sur notre manière de vivre. L'écologie, ce n'est pas l'écologie de l'Occident, c'est l'écologie de tout le monde. Je détruis la terre, je détruis les arbres pour en faire du charbon de bois. Chaque espace que j'utilise pour faire du charbon de bois peut nous amener même à 10 ans sans qu'il y ait la possibilité de faire même du jardinage, là, parce que la terre est chauffée. On l'oublie là. Du coup, nous appelons au désert. C'est curieux de voir aussi que les pays qui ont suffisamment de forêts, c'est le pays finalement qui devient très abusif vis-à-vis de l'environnement forestier. Par rapport aux pays qui sont dans le désert, aujourd'hui qui sont en train de recréer le désert pour en faire un univers forestier, appréciable, pour une meilleure qualité de la vie. Donc, nous ne sommes pas faits seulement pour manger, mais nous devons aussi prendre soin de ce qui nous fait manger. Et ce qui nous fait manger aussi a besoin de manger. Alors du coup, nous sommes dans un réseau, un cercle de connexion à la vie, de la vie à la vie. Voilà les formes de transformation culturelle que chaque individu doit porter aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sommes dans un cercle de transformation de la vie. Lorsque vous coupez un élément de ce cercle, vous coupez aussi le tout de la vie.
la destruction des forêts en Afrique peut avoir des impacts sur le climat planétaire. Cela est prouvé scientifiquement. Alors que nous sommes connectés dans cette culture de l'environnement. Nous sommes connectés. Il y a quelque chose qui nous tient ensemble. Voilà, je vais arrêter ici, même si nous n'avons pas toujours voix au chapitre, mais nous continuons notre combat pour la déclaration des droits de la nature comme un fait culturel et puis un fait qui devait intégrer aussi la législation des nations. Merci. Ok. Alors, suivez bien la deuxième vidéo. Celle-ci, je viens de faire 45 minutes. La deuxième vidéo, certainement, elle sera plus courte. Mais peu importe. Voilà, je vais vous lire cette histoire avec un petit commentaire. Ok, merci. Au revoir.